Voilà. Eh bien, alors je suis contente de vous accueillir ici dans cet atelier. Je sors tout de suite d'un autre atelier. Vous savez, le mois passé, en août, au mois d'août, nous avons donné un atelier un atelier pratique sur ce qui nous empêchait parfois de nous mobiliser et de faire des grandes choses. À l'issue de cet atelier-là, on vous avait annoncé une série d'activités pratiques, justement, qu'on devait donner dans le mois de septembre dans le but de clarifier la vision des personnes et de les amener à véritablement l'implémenter. Je viens juste de terminer le, la dernière séance de ces ateliers-là, juste avant d'embarquer dans ce Zoom. Et j'étais bien contente de voir que ces choses-là servent, que c'est utile. Fait que je viens avec vous aujourd'hui étant fière parce que j'ai vu que ça a pu aider d'autres personnes. J'ose croire que par la grâce de Dieu, ça va vous aider, vous aussi. Mais avant toute chose, je suis chrétienne. Je commence mes affaires par la prière. S'il y a quelqu'un qui est connecté ici et qui ne prie pas, je prie juste qu'il peut mettre son téléphone ou son ordinateur en sourdine, puis m'accorder le temps d'être juste qui je suis. Je vais remercier Dieu pour cette rencontre-là avant de commencer. Alors, Père éternel, je te rends grâce, je te bénis, éternel des armées, toi qui fais toutes choses. Si nous sommes connectés ici tous ensemble, Père, c'est parce que tu l'as voulu. Il n'existe rien que nous puissions faire si tu nous l'as autorisé, si tu nous l'as permis. Pour ma part, je crois qu'il n'y a pas de hasard et que si une personne s'est connectée à ce Zoom aujourd'hui, c'est certainement qu'il y a une solution, une petite clé, une parole, un réma, comme on dit dans ta parole, dont la personne a besoin d'entendre pour continuer son parcours, dont la personne a besoin d'entendre pour solutionner un aspect de son cheminement. Je prie que tu sois présent pendant cette séance, ô glorieux Saint-Esprit, que tu permettes que tout se déroule bien et que chaque personne connectée obtienne véritablement sa portion. Permets que ce qui est partagé soit authentique et que ce soit de nature véritablement être une solution efficace pour les uns et pour les autres. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, eh bien, on va commencer. J'aimerais, avant de commencer, vous poser quelques questions. Qui ici a de la difficulté au niveau de sa discipline personnelle? Marquez un en commentaire. Qui ici croit avoir de la difficulté au niveau de sa discipline personnelle? OK. Maintenant, docteur Dorian, je voudrais que tu me marques ça, le nombre de personnes qui croient avoir de la difficulté au niveau de la discipline personnelle. La deuxième question. Qui ici a l'impression parfois de ne pas savoir trop ce qu'elle a à faire? Ce n'est pas parfois clair pour elle. Qui a l'impression de ne pas savoir trop ce qu'elle a à faire? La réponse est 2, si c'est votre cas. Qui a l'impression parfois de ne pas savoir ce qu'il a à faire et parfois embarque dans des choses parce qu'elle voit les autres le faire et elle se dit aussi c'est peut-être ça le bon chemin, mais jamais elle-même elle n'a l'assurance que ça c'est ce que je dois faire et elle s'engage à le faire. Est-ce qu'il y a des personnes, je vois qu'il y a des personnes comme ça? Super. Qui ici déteste quand c'est difficile, quand c'est de l'ordre des défis? C'est-à-dire l'enthousiasme est là au départ, mais dès que ça commence à être plus challengeant, qui démissionne? Qui a tendance à démissionner quand c'est plus challengeant? Marquez 3 en commentaire. Quand c'est plus challengeant, qui a tendance à démissionner?
Super. Qui ici a vraiment besoin parfois qu'on la rassure ou qu'on le rassure qu'elle est sur le bon chemin pour pouvoir continuer? Marquez 4 en commentaire. Ok. Maintenant, qui ici sait exactement ce qu'elle veut dans sa vie? Elle sait précisément ce qu'elle veut, mais elle a de la difficulté à s'y rendre. Marquez 5 en commentaire. Oh, wow, super. Qui ici est prêt à abandonner parce que quelqu'un l'a énervé? Marquez 6 en commentaire. Merci, Kevin. Merci, Aïssa. OK. Ces quelques questions me donnent des indicateurs pour savoir ce qu'on va faire. Qui ici, d'autres, a tendance à embarquer sur des tâches qu'elle n'avait pas prévues dans sa journée? Marquez 7 en commentaire. Qui fait dans sa journée des choses qu'elle n'avait pas prévues et pour elle, c'est comme naturel d'embarquer chaque jour dans des affaires qu'elle n'avait pas prévues. OK. Et voilà. Je dois vous mentionner que, je dois tout simplement vous mentionner que les différentes réponses à ces questions me donnent pas mal d'indicateurs pour voir si cet atelier vaut la peine avant même de le commencer. Je vais partager mon PowerPoint parce que je me connais. Je peux parler pendant 5 heures de temps, fait que si je ne me mets pas un cadre, je risque de vous maintenir assez longtemps ici. Ce n'est pas le but. Alors, l'atelier d'aujourd'hui consiste à aller chercher ce qui nous empêche véritablement d'être disciplinés, d'avoir une discipline personnelle. Pourquoi est-ce que je m'en vais faire ce diagnostic-là, poser ce diagnostic-là et pourquoi je juge que c'est important? Ce diagnostic-là doit être posé avant tout essai de résoudre son problème de discipline. Pourquoi? Parce que comme toute maladie, comme une maladie, j'allais dire, la discipline, l'indiscipline n'est qu'un symptôme. L'indiscipline n'est qu'un symptôme comme les symptômes de toute maladie. Fait que si on ne fait que voir l'indiscipline telle qu'elle est, dans l'idée de je n'ai pas fait un certain nombre de choses ou je ne fais pas un certain nombre de choses, on peut passer à côté. Pour comprendre sa problématique, il faut aller au-delà de la notion de l'indiscipline en soi. Pourquoi? Parce que selon les questions que j'ai posées tantôt, vous pouvez remarquer que nous pouvons être tous indisciplinés, mais pas nécessairement sur les mêmes choses. Pas nécessairement sur les mêmes choses. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'ouvrir vos caméras si vous n'avez pas un emploi, si vous êtes véritablement concentré juste à cette formation. Parce que quand je parle juste à tout un bloc de mur noir, c'est comme si je ne parlais à personne. Je vous prie de m'excuser. Je suis thérapeute en partant et je peux vous dire que le non-verbal pour moi m'enseigne plus que votre parole. Ce que je peux voir juste parce que je vois la personne,
peut être assez différent de si j'entendais seulement la personne. Donc, permettez qu'on soit ensemble, que les caméras soient ouvertes si possible. Et voilà. Donc, merci Raïssa, merci d'ouvrir ta caméra. Merci à vous, merci Dr. Dorian, merci. Merci Kevin, merci Boukari. Merci à vous. Alors, ce que je disais, c'est que nous pouvons être tous indisciplinés, mais jamais de la même chose et de la même façon. Tout comme dans notre vie personnelle, nous pouvons être indisciplinés sur des sphères de notre vie, mais jamais au même degré. C'est-à-dire le degré d'indiscipline que j'ai à faire le ménage dans ma maison peut ne pas être le même degré d'indiscipline que j'ai à faire mon emploi, à accomplir mes tâches autres dans mon emploi. C'est un indicateur qui nous fait comprendre qu'il ne suffit pas de regarder globalement le concept de discipline. Il est véritablement question de disséquer ce concept en plusieurs dimensions possibles afin d'amener chaque personne à mettre véritablement le doigt sur ce qui peut être sa problématique en lien avec la discipline. En telle enseigne que lorsque la personne va travailler sur cet aspect spécifique de la discipline, elle va avoir résolu véritablement son problème. Ce n'est pas facile de cerner la discipline ou l'autodiscipline comme une globalité. Et en premier lieu, j'aimerais vous dire, moi, j'aime mieux parler de l'autodiscipline que de la discipline pour une raison. Parce que quand on parle quand on aborde le concept de discipline, ça met toujours en parallèle une autorité et une personne qui obéit, un donneur d'ordre et un exécutant. Mais dans le cadre de ce que je veux vous enseigner, moi, je ne parle pas plus de cela, de ce type de discipline qu'on voit à l'école, en salle de classe, par exemple, où l'enseignant donne l'ordre et l'élève exécute. Ou à la maison, où les parents choisissent de donner l'ordre, d'être des parents autoritaires, de donner l'ordre, et puis que l'enfant exécute. L'autodiscipline, c'est vraiment un engagement personnel, c'est-à-dire cette capacité à s'engager soi-même, à se donner des ordres, si on le veut, soi-même, et d'être assez intègre pour respecter sa parole qu'on s'est donnée. Et alors, si nous avons compris donc que nous pouvons être tous indisciplinés, mais jamais sur les mêmes affaires, ou alors que nous pouvons être indisciplinés dans des aspects, dans bien d'aspects de notre vie, mais jamais au même degré. C'est que vous allez comprendre effectivement pourquoi il est important d'aller toucher du doigt, de poser un bon diagnostic et de toucher du doigt quelle est ma difficulté personnelle en lien avec la discipline et de mettre juste mon énergie pour résoudre cette difficulté-là. Alors, l'objectif principal de cette masterclass, c'est de révéler à chaque participant que c'est possible de résoudre son problème en lien avec la discipline personnelle. Parce que nous avons tous des problèmes en lien avec la discipline personnelle, mais jamais le même problème tout le monde. Je souhaite aider chaque participant à comprendre les différentes dimensions de la discipline ou alors quelques-unes des dimensions de la discipline que je juge importantes et l'aider en fin de compte à identifier les dimensions où il y a plus de besoins. Est-ce que ça va jusqu'ici, les amis? Vous m'entendez? Est-ce que ça va? OK, super. Alors, les dimensions de la discipline. Je vais vous présenter ce schéma-ci que vous voyez. Je vais le projeter un peu pour que vous voyez. Ce sont des dimensions de la discipline. C'est une conception de moi-même qui se trouve dans le livre Autodiscipline. Dans ce livre-là, je vais juste vous le montrer.
Je vais enlever le background pour pouvoir vous le montrer. Donc, il se trouve dans ce livre-là. C'est un livre sur la pratique de la discipline au cœur de ton succès. C'est un livre écrit par moi-même. Voilà. Et les dimensions de la discipline que vous pouvez voir ici, c'est une roue qui montre que une personne normale peut avoir un aspect de sa vie où elle a plus de misère à être disciplinée. Mais ça ne signifie pas que dans toute sa vie au complet, elle est indisciplinée. Vous savez, si quelqu'un prend cette roue de la discipline pour s'auto-diagnostiquer, elle va pouvoir mettre des notes et voir effectivement en matière de discipline où qu'elle a des problèmes. Maintenant, cette légende vous explique les sigles. Par exemple, quand vous allez voir DC, c'est discipline de la clarté. Cela est un indicateur qu'il existe des personnes qui sont indisciplinées tout simplement parce qu'elles manquent de clarté. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle a à faire. Et quand il y a confusion, on ne peut pas faire un projet à bout. Elle ne sait pas exactement ce qu'elle a à faire. Elle ne sait pas exactement l'action qu'elle doit poser. Et du coup, parce qu'elle manque de clarté, elle va tourner en rond. Tourner en rond par méconnaissance parce qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle a à faire. Elle ne voit pas. Et on ne peut pas aller plus loin que ce qu'on voit. C'est pour ça qu'on parle de discipline de la clarté. Et une personne qui manque de discipline de la clarté, pour résoudre son problème, n'aura pas besoin des mêmes solutions que quelqu'un qui manque de discipline de la planification, que j'appelle DP. La personne qui manque de la discipline de la clarté n'aura pas exactement besoin des mêmes solutions que quelqu'un qui manque de discipline de la planification. Si vous voyez DGET, discipline de la gestion efficace du temps. La personne qui, par contre, sait exactement ce qu'elle a à faire, mais qui se laisse influencer par des grignoteurs de temps. Et en bout de ligne, elle tourne en rond parce qu'elle a mal géré son temps, n'a pas exactement besoin des mêmes solutions que les autres. Et l'autre dimension, c'est discipline de la formation continue. Ça, c'est prototype de quelqu'un qui avait une connaissance. Exemple, la personne entre sur Facebook, elle sait comment on vendait très bien sur Facebook il y a 5 ans. Puis, elle n'a pas renouvelé ses pensées, elle n'a pas appris le nouveau algorithme, le nouvel algorithme de Facebook. Et elle vient aujourd'hui sur Facebook voulant faire ce qu'elle faisait il y a 5 ans et obtenir les mêmes ventes. Cette personne-là qui a manqué de la discipline de la formation continue pour résoudre son problème de tourner en rond sur Facebook sans faire les ventes, elle n'a pas besoin d'avoir exactement des mêmes solutions que quelqu'un qui avait besoin de la discipline de la clarté. Parce que son problème, c'est au niveau de la formation continue. Son problème serait peut-être d'aller cibler exactement des formations spécifiques et se mettre à jour. Et un coup qu'elle se serait mise à jour, elle aurait tout ce qu'il lui faut pour commencer à faire exactement ce qu'elle a à faire. Et une autre dimension, c'est la discipline du travail acharné et intelligent. Une autre personne tourne en rond tout simplement parce qu'elle est paresseuse. C'est-à-dire, les genres de personnes qui me disaient tantôt, dès qu'on arrive au niveau du défi, j'abandonne. J'abandonne pourquoi? Parce que je n'ai pas assuré cette discipline du travail acharné. J'ai cru que c'était censé être facile. Mais c'est qui t'a dit que c'est censé être facile? Les exploits, les grands résultats se trouvent toujours du côté des défis. Ça se trouve toujours en dehors de la zone de confort. La zone où on apporte, où on a des résultats importants, c'est toujours au-delà de la zone de confort. Et la facilité, c'est le propre de la zone de confort.
Mais les grands résultats se trouvent là où il y a des défis. Si maintenant je sais que mon véritable problème qui me fait tourner en rond, c'est que je commence des affaires, puis je les laisse au statut inachevé parce que dès qu'un défi se présente, j'abandonne. Alors, la façon de résoudre mon problème d'autodiscipline, de discipline personnelle, ne serait pas exactement la même façon que pour quelqu'un qui avait la discipline de l'apprentissage continu en défaut. Maintenant, une autre dimension, c'est la discipline de la priorisation. Si tu es une personne, vous avez dit tantôt, j'ai demandé combien de personnes ici avaient tendance à faire des choses dans la journée qu'elles n'ont pas planifiées, qui n'étaient pas quasiment pensées, donc des choses qui les tombent dessus, des urgences qui viennent de part et d'autre. Quel nombre de personnes embarquent dans ces choses-là tout le temps? Il y a eu des personnes qui ont levé leur main, qui ont dit oui, c'est moi. Mais nous comprenons donc qu'une personne qui a cette difficulté, pour qui l'urgence des autres devient ses urgences. Pour régler son problème de tourner en rond, elle n'a pas besoin de la même solution exacte que la personne qui a la discipline de la clarté, par exemple, qui a besoin de discipline de la clarté. Cette personne a plutôt besoin des enseignements sur la discipline de la priorisation pour comprendre que les urgences des autres ne sont pas ses urgences et qu'elle n'est pas le sapeur-pompier, qu'elle n'est pas la personne qui va arrêter la vie ou la mort chez les autres, en fait. C'est une personne qui a besoin de comprendre que chaque fois qu'elle dit oui aux autres, elle est en train de se dire non à elle. Et les solutions qu'elle va adapter pour résoudre ce problème d'indiscipline, ce n'est pas nécessairement la même solution bonne pour tous. Et au niveau de la discipline de l'affirmation de soi, c'est la même chose. Si tu es quelqu'un qui n'est pas capable de dire non à rien, tu dis oui à tout ce qu'on t'apporte. Tu n'es pas capable de dire non. Mais le fait de t'embarquer et de dire oui à toute chose, c'est juste qu'implicitement, tu dis non à tes propres choses. Et puis, tu ne peux pas faire ce qui est bon pour toi. Tu vas passer la vie à faire ce qui est bon pour les autres parce que tu n'es pas capable de dire le moindre non. Tu n'es pas capable de dire le moindre non. La discipline de la focalisation et de la fermeté. Maintenant, il existe des personnes qui tournent en rond dans leur vie, qui sont quasiment indisciplinées, tout simplement parce qu'elles n'est pas capable de se concentrer sur une tâche. À peine elle veut faire telle chose, elle se laisse distraire. Il y a beaucoup de portes de distraction dans sa vie. Cette personne-là, pour résoudre son problème d'indiscipline, elle a besoin des solutions adaptées à cette problématique qu'elle présente. Pas nécessairement la même solution que monsieur et madame tout le monde, qui est toutefois catégorisé comme étant des personnes indisciplinées également. Une personne qui manque de discipline de la bienveillance, c'est-à-dire quelqu'un pour qui tout devrait être parfait, elle n'a pas besoin de s'accorder le droit à l'erreur. Si ce n'est pas 100% parfait, c'est qu'elle se démobilise complètement. Elle n'est pas bienveillante envers elle-même, elle ne prend pas du temps pour apprécier le peu qu'elle a été capable de faire. Cette personne-là, qui va tourner en rond tout simplement parce qu'elle a commis une erreur hier et qu'elle n'arrive pas à se relever de son erreur, pour sortir de son problème d'indiscipline, de tourner en rond, elle n'aura pas besoin des mêmes types de solutions que les autres. Maintenant, la discipline du pardon libérateur. Nous voyons pas mal de personnes qui sont vidées de leur énergie à cause de la colère. J'ai posé la question ici, lorsque quelqu'un t'a fâché, est-ce que tu abandonnes tout? Il y a eu des personnes qui ont dit oui. Alors, si tes émotions parlent à ta place,
tu ne peux pas être indiscipliné. Et le manque de pardon libérateur, c'est véritablement une question émotionnelle. C'est-à-dire, quelqu'un a fait quelque chose, je suis fâchée et du coup, je suis démobilisée. Parce que je ne peux pas accorder à la personne le droit de faire ce qu'il veut parce que je ne contrôle pas ce que la personne fait. Du coup, je me démobilise parce que j'accorde beaucoup trop d'importance à ce qu'a dit, ce qu'a fait ou ce qu'a pensé l'autre. Mais ma solution dans ce cas, pour sortir de mes difficultés avec l'autodiscipline, bah, ce ne sera pas la même chose, ce ne sera pas le même type de solution que ce dont les autres qui ont d'autres types de problèmes ont besoin. Alors, ces deux schémas que j'ai introduits ici, c'est pour vous montrer que dire que je suis indisciplinée ou que je tourne en rond et écouter des enseignements bons pour tous ne résout pas toujours les problèmes. C'est pour ça que parfois, nous écoutons tellement d'audio sur la discipline. Nous écoutons tellement, nous lisons des livres sur la discipline. Nous faisons enseigner sur la discipline. Mais en bout de ligne, on trouve que notre problème est là, de plus belle. Que notre problème est juste là. Pourquoi? C'est parce que le bon diagnostic n'a pas été posé dès le départ. C'est parce qu'on n'a pas évalué véritablement, on n'a pas identifié le problème qui est propre à toi au départ. Être indiscipliné ne signifie rien. À partir d'aujourd'hui, je te conseille de ne plus dire je suis indiscipliné, mais de dire je suis indiscipliné dans tel aspect. Là, ça commence à être un véritable problème solutionnable. Parce que dire juste je suis indiscipliné ne signifie absolument rien. Ça ne te montre aucune piste de solution. Être indiscipliné, c'est un symptôme. Voir qu'on tourne en rond, on n'arrive pas à faire du résultat, c'est juste un symptôme d'un véritable problème qui existe. Et l'idée, c'est d'aller toucher du doigt ce problème. Est-ce que j'ai un problème au niveau de la clarté? Je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas mon identité, je ne sais pas ma destination. Est-ce que j'ai un problème au niveau de la planification? C'est que bien que je connais où je veux aller, je suis incapable de planifier des choses et de m'engager, d'établir des objectifs véritablement smart. Est-ce que j'ai plutôt un problème au niveau de l'audace? Parce qu'il y a la discipline de l'audace et du courage. Est-ce que je suis brisée par la peur? Est-ce que mon problème, c'est la peur? Et mon problème, c'est de développer une certaine audace afin d'arrêter de tourner en rond? Est-ce que mon problème, c'est plutôt un problème au niveau de la gestion efficace de mon temps? Est-ce que je sais très bien ce que j'ai à faire, mais je m'expose beaucoup aux grignoteurs de temps? Je n'arrive pas à les gérer. Est-ce que j'ai plutôt une question de priorisation? Je sais parfaitement ce que je dois faire, mais je ne sais pas prioriser mes affaires. Est-ce que c'est plutôt ça mon problème? Est-ce que mon problème, c'est plutôt au niveau de manque des ressources, que je n'ai pas assuré une certaine discipline de l'épargne et que je manque de ressources pour pouvoir faire exactement ce que je sais que je dois faire? Est-ce que mon problème de discipline est plutôt lié à un manque de connaissances parce que je n'ai pas assuré une formation continue ou alors, en absence de clarté, j'ai acheté des formations sans clarté et acheté exactement ce dont je n'ai pas besoin? Est-ce que mon problème avec la discipline qui m'empêche d'agir efficacement, c'est plutôt parce que je laisse trop la place aux urgences des autres et non à ce qui est important pour moi? Est-ce que j'ai une difficulté au niveau de l'affirmation de soi? Je ne suis pas capable de dire non à ce qui me tombe dessus. Puis j'embarque dans des affaires qui me tombent dessus à longueur de journée, comme si j'étais devenu un sapeur-pompier qui éteint les feux. Est-ce que c'est plutôt ça?
Est-ce que j'ai de la misère à me focaliser sur une tâche et terminer avant de faire une autre? Est-ce que je souffre du fameux syndrome de multitâche? Syndrome multitâche. Parce que ce que j'entends souvent, c'est que beaucoup de personnes, les femmes que je côtoie, beaucoup vont dire, je suis multitâche, je sais faire beaucoup de choses, du coup, c'est ça mon obstacle. Écoute, mon ami, des multitâches, ça fait des grandes choses. Mais l'erreur que nous avons lorsque nous parlons des personnes multitâches, c'est de croire que être multitâche, c'est faire plusieurs choses en même temps. Mais j'aimerais te dire, même lorsqu'on est multitâche, on fait juste une chose spécifique dans un espace-temps donné, puis on passe à l'autre chose. C'est-à-dire, on va faire beaucoup de choses dans sa journée, mais on ne va pas faire toutes ces choses-là dans le même temps. Ça veut dire une personne qui est multitâche est d'ailleurs appelée à être un fin gestionnaire de temps. Est-ce que mon problème, c'est au niveau de la bienveillance, que je ne comprends pas que j'ai droit à l'erreur, que je ne comprends pas que l'échec fait partie du chemin, à tel enseigne que dès que je tombe une fois, j'abandonne tout? Est-ce que c'est plutôt ça mon problème? Est-ce que mon problème, c'est au niveau du pardon? Tellement les gens font des choses, ça me fâche. Et j'ai tellement de prisonniers dans mon cœur que ça éteint juste ma lumière. Je ne suis plus capable de voir clair et d'avancer. Ça anéantit mon efficacité. Est-ce que c'est plutôt ça? Je ne sais pas, après avoir expliqué ceci, je ne sais pas si pour vous, ça apporte une certaine idée que dire je suis indiscipliné ne signifie encore rien. Il faut être capable de dire je suis indiscipliné en telle chose pour pouvoir le résoudre. Est-ce que c'est clair jusqu'ici, les amis? Est-ce que c'est clair pour vous jusqu'ici? C'est bon pour moi. OK. Est-ce que c'est clair pour les autres? Dites-moi. Ou si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si ce n'est pas clair. Super. Voilà. Maintenant, après avoir terminé ceci, allons-y donc regarder un peu ces obstacles à la discipline. Ces obstacles qui peuvent être propres à chacun, mais jamais une personne ne souffre pas généralement de l'entièreté de tout ça, mais il y a des aspects qui sont plus douloureux chez nous. Mais souvenez-vous que si vous êtes blessé au doigt, tellement votre doigt va faire mal que vous allez croire que tout votre corps fait mal. C'est véritablement la même chose avec cette histoire de discipline. Ça dit, je souffre d'indiscipline sur tel aspect de ma vie, mais ça apporte tellement de désordre dans mon fonctionnement que j'ai l'impression juste que je ne suis pas bonne en rien. Je suis bonne en rien. Mais pourquoi ça arrive comme ça? Tout simplement parce que ça arrive comme ça tout simplement parce que la partie douloureuse est ce qui fait, est ce qui garde captive toute l'attention de notre cerveau, en fait. Toute partie douloureuse captive toute l'attention de notre cerveau. Et on a juste l'impression que ça va mal en général. C'est comme la question de la confiance en soi. Quand quelqu'un me dit, je manque de confiance en moi, je lui dis, tu n'as pas encore posé ton problème. Tant que tu ne m'as pas dit, je manque de confiance en telle chose, tu n'as encore rien dit. Parce que tu n'es pas prêt à résoudre ça. Juste si tu vois ça comme je manque de confiance en moi, tu n'as pas encore posé ton diagnostic. Donc, tu n'es pas encore prêt à résoudre ce problème. Mais tu peux dire, je manque de confiance en moi quand je veux prendre parole en public. On connaît désormais ce sur quoi on va travailler. Je manque de confiance en moi lorsque je vais je sais pas, la prise de parole en public, c'est un bel exemple.
Je manque de confiance en moi lorsque je vais enseigner sur la discipline. Oui, si tu n'es pas formé sur la discipline, parce que la connaissance sur la discipline est absente, est absente chez toi, dans ton cerveau, tu vas manquer de confiance. Tu ne vas pas avoir l'assurance de prendre parole et d'en parler, en fait. Je suis sûre que moi, je parle de l'autodiscipline ici avec assurance, mais si on me demanderait de parler, je ne sais pas trop de quoi, de l'ingénieur en informatique, de quel type d'ingénierie en informatique, je manquerais tellement de confiance en moi parce que je n'aurais rien à dire aux gens. Je ne sais pas. Vous comprenez que tout comme la discipline personnelle, la confiance en soi, c'est appliqué. Il y a des dimensions qu'il faut pouvoir toucher du doigt pour pouvoir résoudre son problème personnel. C'est appliqué, ce n'est pas quelque chose de général. Je prenais cet exemple sur la confiance en soi juste pour vous faire voir exactement de quoi je parle. J'espère que ça clarifie ça davantage. Alors, le premier obstacle que moi je vois à la discipline personnelle, c'est lorsqu'une personne ignore son identité, ses valeurs. Parce que lorsque nous ignorons notre identité, nous ignorons nos valeurs, nous ignorons notre destination, nous n'avons pas la clarté. Il est difficile d'être discipliné. Est-ce qu'on peut être discipliné à se rendre à un endroit qu'on ne connaît pas? Imaginez-vous qu'un matin, vous empruntez le taxi ou bien vous prenez votre voiture personnelle. Vous embarquez dedans et vous ne savez pas où vous allez. Est-ce que vous serez assez discipliné de marcher véritablement sur la bonne route et arriver à l'heure si vous ne savez pas? C'est pour ça qu'à la base, il faut avoir la clarté. On ne peut pas être discipliné sur ce qu'on ne sait pas. On peut juste être discipliné pour se rendre là où on est capable de voir effectivement. Mais si je ne peux pas voir là où je veux me rendre, mais comment serais-je discipliné? Comment pourrais-je marcher, respecter, aller pas à pas sans tourner en rond, sans faire des sorties de route inutiles jusqu'à ce que j'arrive là où je voulais aller? D'où l'importance de la notion de clarté. Et pour avoir cette clarté-là sur ce que je veux faire, sur où je vais aller, j'ai besoin de savoir qui je suis. J'ai besoin véritablement de savoir qui je suis. Qui je suis moi? Je suis appelée à faire quoi? Où est-ce que je veux aller? Ou quelle est ma vision? Souvenons-nous qu'on ne peut pas aller plus loin que ce qu'on voit. Donc ça, c'est un véritable obstacle. Au point où, si quelqu'un qui est connecté ici a véritablement une difficulté au niveau de sa clarté, c'est normal de tourner en rond dans ce temps. C'est normal. Il va falloir résoudre ce problème de clarté. Il va falloir clarifier tes valeurs, clarifier ton identité, qui tu es, qu'est-ce que tu es appelé à faire, jusqu'où tu veux te rendre, quelle est la destination, quel est le chemin. Tout ça, la clarté répond à cette question. Maintenant, la deuxième chose qui arrive aux personnes et qui constitue un véritable obstacle à leur discipline personnelle, c'est la confusion. On le sait que la confusion est le contraire de la clarté. Rien de bon ne se fait en état de flou. Rien de bon ne se fait dans le flou, les amis. Regardez les plus grands ingénieurs, les plus grands architectes. Quand ils veulent bâtir une maison, qu'est-ce qu'ils font? La maison existe d'abord dans leur tête. Ils sont capables de voir cette maison-là dans leur pensée. Ils voient les chambres, ils voient la cuisine, ils voient la position de toutes choses. Puis, ils sont capables de dessiner cette maison sur un papier. Et la dernière étape, c'est de passer à l'action. Et ce n'est que quand ces conditions-là sont réunies que la personne a la chance de passer efficacement à l'action sans tourner en rond. Parce qu'elle est portée par une vision, par ce qu'elle voit. On ne peut pas aller là où on ne voit pas.
Maintenant, la confusion. La confusion inclut quoi? L'absence de pleine conscience de vos pensées. Pourquoi moi j'en appelle à la confusion? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui, bien même, ont des objectifs écrits clairement, mais qui sont juste pas alignés. C'est-à-dire ce qu'elles pensent n'est pas aligné avec ce qu'elles décident de faire. Ce qu'elles pensent n'est pas aligné. C'est comme quelqu'un qui... J'avais une cliente qui veut vendre en ligne, mais et les produits de beauté féminine, mais qui a de la difficulté à faire voir son image en ligne. Dites-moi. Ça veut dire que le projet qu'elle a, bien que ce projet soit clair et bien établi, elle n'est pas alignée avec ce qu'elle veut faire. Parce que c'est juste pas concevable que je veuille vendre les produits de beauté et que je ne veux pas qu'on voie ma face. J'ai rencontré aussi une dame cette semaine qui me disait faire des histoires de mèches. Mais j'ai dit à cette dame-là, je m'excuse, mais il faut que je sois sincère avec toi, Pouté. Si je suis ton client idéal, je n'achèterai pas. Parce que de ce que je vois, ça ne me donne pas envie de venir acheter des mèches chez toi ou de venir me coiffer chez toi ou quoi que ce soit parce qu'il faut que tu transpires ce que tu veux montrer aux autres. Il faut que tu manifestes ce que tu vends aux autres. J'ai dit à cette dame-là, une autre personne, si tu as des blessures intérieures, tu vas partir de cette rencontre frustrée. Mais j'aime mieux te dire ça pour t'aider. Parce que dans mon chapeau de thérapeute, je ne voudrais pas arrondir les points pour te faire plaisir là où je pourrais te dire quelque chose qui va te délivrer de ce que tu as comme problème en fait. Donc la question de l'alignement, la confusion empêche l'alignement. Et la confusion arrive quand je n'ai pas la pleine conscience de mes pensées. Du coup, ce que j'établis que je vais faire vient en contradiction avec les pensées que j'ai. Et lorsqu'il y a cette inadéquation, je ne peux pas être disciplinée, je ne peux pas faire les choses comme il faut. Je vais avoir le sentiment de tourner en rond, en fait. Il y a maintenant la notion des émotions. Si je suis très émotive, les gens qui ont répondu à la question de lorsque quelqu'un me parle mal, je me désengage. Mais si je laisse mes émotions prendre le contrôle sur mes actions, c'est dommage. Je vais souvent sortir de chez moi voulant aller à telle place et finir par telle autre place. Parce qu'en chemin, j'ai laissé mes émotions agir à ma place. C'est véritablement un obstacle à la discipline personnelle. Alors, et ces différents obstacles au niveau de la confusion nous amènent à nous empêchent de faire des choix conscients qui soutiennent nos objectifs. C'est comme une personne qui a une croyance erronée sur l'argent, mais qui est en train d'établir une entreprise dans le but de chercher l'argent. Mais c'est sûr qu'elle n'est pas alignée. C'est sûr qu'elle va mettre le prix sur sa marchandise et elle ne sera pas capable de le dire au client. Parce qu'elle n'est pas alignée. Et ce manque d'alignement va nuire à la discipline, à la capacité de passer à l'action, étant donné que cette autodiscipline-là, c'est de passer à l'action et de faire ce que j'ai à faire dans le timing que j'ai prévu. L'autre chose qui est un gros obstacle, c'est le perfectionnisme. En thérapie, j'ai souvent rencontré des personnes et je me suis amusée à demander, partagez-moi vos valeurs. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour vous? Puis je peux vous dire, sur 100 personnes, 90 me parlent du perfectionnisme. Je suis perfectionniste, j'aime quand les choses sont tellement bien faites. En tout cas, pour elle, c'est une valeur de première heure. Mais elles sont souvent déçues quand je dis, oh, malheureusement, c'est un très grand défaut. C'est ton pire défaut que d'être perfectionniste. Parce qu'une personne qui est perfectionniste ne passe pas à l'action facilement. Elle attend que tout soit correct pour qu'elle agisse.
Et tout n'est jamais assez correct pour cette personne-là. Tout n'est jamais assez parfait. Puisque l'humain n'est pas parfait, on s'entend qu'il n'y aura jamais un état de perfection. Du coup, passer à l'action est compliqué pour une telle personne. Écoute, parfois, quand on lâche prise sur le perfectionnisme, on peut commencer à faire véritablement les choses sans avoir peur du jugement, sans avoir peur du qu'en dira-t-on. Moi, j'ai un exemple par tranche de vie. Je raconte souvent ça pour aider les gens à lâcher le perfectionnisme et enfin être disciplinés, passer à l'action et faire les choses qu'elles vont faire. J'aime raconter souvent aux gens que ça fait longtemps que je suis thérapeute, mais ça ne fait pas longtemps que je suis en ligne, que je fais mes activités en ligne. Et quand j'avais commencé en ligne en 2022, c'était difficile pour moi, l'apprentissage. J'avais un problème d'apprentissage continu. Je ne connaissais rien sur comment ça fonctionne en ligne. Et j'avais un problème de courage aussi. Je ne savais pas. Mais il fallait que je traverse tous ces problèmes-là pour me laisser aller, pour être capable de passer à l'action, pour avoir l'audace dont j'ai besoin. Un matin, je me suis levée, j'ai dit, OK, je fais un live. Mais savez-vous à quoi ressemblait mon premier live? Oh my God, vous n'aimeriez pas voir ça. Ma tête était en bas comme ça. Et je faisais mon live. J'étais capable de voir, puisque quand on fait le live, on se voit. J'avais un message, j'ai annoncé un live, que je vais donner un message. Je ne vais pas commencer ce live-là et le couper tout honteusement, retourner chez moi parce que mon image est comme ça et non comme ça. Non, 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 j'ai donné mon message. Et je pouvais voir que je suis à l'envers, mais je ne savais pas comment revirer de bord mon image pour être soit droit. Mais ça ne m'arrête pas. Je suis là pour un message. Entends-tu ma voix? Ou tu regardes mon image? Regarde qu'est-ce qui te plaît, mais moi, je suis là pour un message. Et j'avais passé mon message ce jour-là. Puis j'ai une amie qui m'a téléphoné, qui m'a dit, Lina, va supprimer la vidéo là sur YouTube. Oh my God, comment tu as fait une vidéo la tête en bas comme ça? Il fallait pas faire, il fallait stopper ça, renvoyer cette live là pour plus tard. J'ai dit, moi, je ne renvoie jamais ce que je dois faire aujourd'hui à demain. Je devais faire ce live-là, c'était écrit à mon agenda, je devais le faire à telle heure et je suis intègre avec moi-même, je respecte mes paroles, fait que je le fais. Avec ce que j'ai, le peu de connaissances que j'ai, je ferai ce live-là avec. Je l'ai fait, je ne l'ai pas effacé. Je suis sûre que si quelqu'un a la patience de fouiller mon Facebook, il va retrouver ça. Je ne l'ai jamais effacé, puis elle m'a dit efface. J'ai dit je ne peux pas effacer. C'est quoi? Parce qu'un jour, dans l'avenir, il y aura certainement une femme qui a le même problème que moi et qui n'ose pas avancer le moindre pas par la peur de mal faire. Et ce jour-là, je dirais à cette femme-là, si aujourd'hui tu me regardes et tu te dis, waouh, c'est quelle femme ça qui parle avec assurance et qui manipule toutes ces plateformes comme ça en même temps, je te dirais, vas-y voir là où j'ai commencé. Vas-y apprendre dans mes défis, n'apprends pas dans mon résultat d'aujourd'hui. Apprends dans mes challenges, dans ce qui était trop dur pour moi. Va regarder d'où je suis partie. Et tu comprendras que toi, tu es peut-être plus qualifié que moi pour commencer. Tu as peut-être assez pour commencer et tu n'oses juste pas. Ça prend la discipline de l'audace et du courage. Tu as besoin de ce genre de discipline. Les solutions dont tu as besoin, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui a juste besoin d'apprendre à prioriser. Non. Tu as besoin de plus que ça, de quelque chose de spécifique qui va t'engager à te couper de ce qu'ils disent. Parce que de toutes les façons, tu ne contrôles pas ce qu'ils disent. Qui ici n'a jamais fait quelque chose qui est très bien et on a critiqué quand même? Avez-vous déjà fait quelque chose et vous êtes tellement convaincu d'avoir bien fait, mais il y a quand même eu la critique? Alors, ça signifie qu'on ne peut pas contrôler ce que les gens vont dire. Les gens vont toujours parler. Ma tête était en bas ou en haut. Les gens vont parler. Et parfois, il faut s'affranchir
de ça. Il faut s'affranchir de ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils vont penser. Pour juste être toi, naturel. C'est comme ça que je suis aujourd'hui. Je vais faire l'effort d'être différente demain. Qui a compris ça? Je suis comme ça aujourd'hui. Je ferai l'effort d'être différente demain. C'est la seule décision qui vaut la peine. Pour embarquer dans la discipline de l'audace. Je vous dis, je suis accompagnatrice des personnes qui écrivent des livres. Et dernièrement, j'ai eu à acheter plusieurs livres d'une dame. Quand j'ai lu les livres de cette dame-là, j'étais impressionnée par la foule qui suit cette personne. Quand j'ai lu les livres de cette dame-là, oh my God, j'ai trouvé de ses fautes. J'ai trouvé des fautes, mais j'ai donné même le livre à ma fille de 13 ans. Elle m'a dit, c'est quoi ça, maman? Plein de fautes comme ça, c'est un livre qu'on vend. J'ai dit oui et qu'on achète. Et on achète avec plaisir. Moi-même, j'ai acheté ça avec joie. Tellement je voyais l'audace de cette femme. Et son audace est tellement grande que je ne suis même pas capable de juste minimiser ses actions à cause de ce français. Le français, là, c'est pour les grégoriens là-bas, ce n'est pas sa langue maternelle. Elle passe un message. Et parfois, nous nous faisons arrêter par ces détails. Et nous tournons en rond parce qu'on a tellement le souci de ce type de détails et on ne passe pas à l'action pour faire ce qu'on a à faire. Écoutez les amis, il y a tout, mais alors tout en nous, assez suffisant pour commencer. Assez suffisant. Lâchons le perfectionnisme et nous allons voir comment chaque jour nous allons avancer. Et même ceux qui font les plus grandes choses n'ont pas encore atteint la perfection. Ils n'ont pas atteint. Il y a un seul qui est parfait, c'est Dieu. Que nous le connaissons ou que nous ne le connaissons pas, il y a un seul qui est parfait, c'est Dieu. Alors que ta vision ne soit pas le perfectionnisme. Parce que c'est un très grand obstacle. L'incapacité à gérer votre temps, j'en ai parlé tantôt. Si tu regardes tout ce qui est autour de toi, tu vois, tu sais très bien ce que tu as à faire. Mais en bout de ligne, tu trouves que tu tournes toujours en rond et tu ne fais pas. Question de ta gestion de temps. Avec quoi est-ce que tu remplis ton temps? Est-ce que tu tiens stratégiquement ton agenda? Combien de choses tu mets dans ton agenda par jour? Est-ce que tu fais attention aux grignoteurs de temps? Dans le groupe autodiscipline.com, quand j'ai commencé à enseigner les personnes un matin sur les grignoteurs de temps, et que j'ai pris un exemple de grignoteur de temps qui est un peu commun à tous, et j'ai dit, c'est le téléphone. Notre téléphone, ça c'est notre plus grand, c'est d'une très belle aide, mais c'est un très grand danger aussi. C'est le plus grand grignoteur de temps de tous les temps qui nous empêche d'être efficaces et d'aller vers la réalisation de nos objectifs. Quand j'ai commencé à enseigner ça aux gens, les gens me sortaient les idées de « c'est mon outil de travail. Je ne peux pas m'en séparer. » Je leur ai dit « laissez-vous enseigner comme des petits enfants. Joue à l'enfant. Fais juste ce que je t'ai dit sans le juger, sans chercher à l'expliquer, sans chercher à raisonner. Fais juste. » Et j'ai invité les gens dès ce matin. Indicateur, rendez-vous téléphone pris. Que chaque personne prenne le rendez-vous avec son téléphone dans son agenda. Que tu saches que moi et mon téléphone, là, on a rendez-vous à telle heure dans la journée. C'est à cette heure-là que tu lis tes messages. C'est à cette heure-là que tu regardes tes notifications. C'est à cette heure-là que tu retournes tes appels.
Puis, ça va t'aider à ta focalisation pour avancer tellement vite tes projets que tu ne vas pas avoir idée. Les gens ont commencé tranquillement, puis ils ont embarqué. Je pense que dans ce live, il y a encore des personnes qui se sont exercées à ça. Ces personnes ont embarqué, c'était douloureux, mais elles ont embarqué finalement, mais de nos jours. J'aimerais que ce soit juste vous qui dites ce que ça vous apporte. De vous discipliner sur l'usage de votre téléphone. Je voudrais que ce soit juste quelqu'un qui le fait, qui le dit, parce que trêve de bavardage, trop dire les choses comme si c'était juste des racontages, les gens peuvent vraiment le dire. Je peux parler. Je voudrais te dire, Coach Lina, je voudrais témoigner. C'est Ok. juste extraordinaire, cette capacité qu'on a de se rendre compte que mais j'ai le pouvoir, excusez déjà ma voix, j'ai le pouvoir sur mon téléphone. Mon téléphone n'est plus mon maître, mon commandant. Que à peine j'ai écouté une notification, une sonnerie d'appel, il faut que je cours pour aller regarder, comme si mon téléphone était un peu comme une sorte de carotte, comme je suis rendu, comme si tu étais rendu un peu en esclavage avec une carotte, toi tu es peut-être un âne, et chaque fois on tend la carotte, tu suis. C'est un peu comme ça que le téléphone était. Et justement, on prenait le prétexte, moi en tout cas, non, je travaille avec le téléphone, je peux pas contrôler le téléphone, il faut que je garde ça toujours à côté de moi et tout. Et vraiment, on se donne les prétextes parce que tu te dis de toutes les façons, je dois être disponible, je dois vraiment, comme maman dit, il faut qu'on se laisse enseigner comme des petits enfants. Aujourd'hui, je paie le prix de l'impopularité pour bénéficier des avantages de la productivité. Parce que l'impopularité, ce n'est plus être répondre tout le temps le oui monsieur, oui madame. À peine on a appelé, tu es déjà là. Tu payes le prix de l'impopularité. On sait déjà que bon, moi je suis en train personnellement, je suis en train de rééduquer mon audience, mes contacts, que voilà, tu peux écrire à 8 heures et puis je te réponds à 17 heures parce que entre 8 heures et 17 heures, je suis en train de travailler. C'est comme si j'allais dans un bureau travailler pour quelqu'un et je restais focalisée sur ce travail-là jusqu'à ce que je rentre chez moi. Donc, il faudrait que les gens maintenant apprennent à tolérer que de 8 heures à 17 heures, je ne puisse pas être disponible pour leur répondre, même si tu es un client. Si tu es vraiment mon client, tu vas rester et le fait que je te réponde tardivement ne va pas faire en sorte que tu partes. Quand je viendrai, je vais m'excuser, je m'excuse, j'étais en train de travailler et généralement, quand je travaille, je ne regarde pas mes messages. C'est la raison pour laquelle je te réponds avec retard. Ça, c'est pour faire comprendre à la personne que ce n'est pas délibérément que tu n'as pas répondu, c'est parce que tu t'appliques une certaine discipline. Et vraiment, c'est parti de l'enseignement de maman Lina. Aujourd'hui, je peux compter le nombre de fois où je réponds à mes messages et c'est extraordinaire. Vous savez, l'être humain aime le pouvoir. Et puis moi, j'apprécie le sentiment, ce pouvoir de me rendre compte que ah, je domine mon téléphone. Mon téléphone n'a plus le pouvoir sur moi. Je ne suis plus, comment tu appelles ça comment? Alarme d'urgence. Mhm. Euh, Un bouton d'urgence. On appuie, puis on court. je suis Ça plus un peut bouton confier. d'urgence. Quand on va appuyer le matin, elle répond à midi, elle répond à 18 heures, elle répond à minuit même. Parfois, je me retrouve à avoir des appels avec des gens à des heures vraiment tardives. C'est-à-dire qu'on te prend du temps, on te suce. Et quand tu es rendu à tes propres affaires, tu n'as même plus la force. Tu n'as même plus la force. Tu n'as plus la force. Donc, je tenais vraiment à faire ce témoignage-là. Merci encore. Sois béni, maman. Ok, merci. Je vais juste continuer. Je sais qu'il y a des personnes qui voulaient parler, mais on va parler à la fin, ok? Vous savez, mon temps, c'est... J'ai une rencontre après. Voilà. Et l'incapacité à gérer votre temps, donc, c'est un problème. Et le grignoteur de temps, c'est exagéré. Ça dit, tu es là, tu veux travailler. Je vais juste vous dire, scientifiquement, le cerveau humain prend un certain nombre de temps pour commencer à se concentrer sur quelque chose. Et lorsqu'on le défocalise, il prend encore beaucoup de temps pour se rebrancher sur ce qu'on était en train de faire. Et souvenez-vous que chaque fois
que vous touchez à votre téléphone parce qu'il y a eu une notification sur Facebook, il y a eu une notification sur WhatsApp, il y a eu un message, il y a eu ci ou il y a eu ça. Chaque fois, vous déconnectez complètement votre téléphone, votre cerveau du projet que vous avez et vous subissez, en tout cas, votre cerveau subit. Parce qu'après, le cerveau fait beaucoup d'efforts. Vous causez du tort quasiment à vos neurones. Ils font beaucoup d'efforts pour se rebrancher à ce que vous étiez en train de faire. Et justement, l'efficacité va être en baisse. Votre efficacité même à réfléchir va être en baisse. Les gens qui écrivent des livres, qui est auteur de livres ici, dans le groupe? Qui est auteur d'un livre? Les gens qui écrivent les livres doivent comprendre ce que je dis un peu plus. Pourquoi? Parce que l'écriture d'un livre, c'est une activité spécifique où on a tellement besoin de la concentration et on a besoin de garder la lucidité, de garder le flow d'une certaine inspiration. C'est-à-dire quand notre cerveau est à notre service, en train de nous donner un flow d'inspiration du texte à écrire. Et que nous coupons pour aller répondre à un téléphone, regarder le clash qui est sur Facebook, un peu de par-ci, par-là, une notification telle qui vient de poster telle affaire. Écoutez, vous vous déconnectez de ce flux d'informations que votre cerveau était en train de vous donner pour l'écriture du livre. Puis après, pour justement vous recentrer sur la même inspiration, c'est difficile. Parfois, vous allez voir que vous allez quasiment changer l'orientation de la pensée dans ce paragraphe-là. Parce que vous avez brisé un flux d'inspiration qui était juste là et juste parfait pour la situation. Quand vous avez brisé ça, parfois, vous pouvez ne même plus jamais avoir le même flux au point de changer. Et parfois, vous avez l'obligation de retourner lire complètement le livre depuis le début parce que vous êtes déconnecté. Donc, ceux qui ont l'habitude d'écrire des livres peuvent très bien comprendre ça. Et combien c'est dangereux de subir, de laisser notre cerveau subir ce supplice-là. Parce qu'on se laisse distraire par le petit joyau qui nous aide beaucoup, mais qui peut aussi nous nuire à une plus grande proportionnalité. Je vous recommande d'avoir des paniers d'amour pour votre téléphone puisque vous l'aimez. Nettoyez son panier, mettez-y des fleurs, mettez-le là-dedans, fermez à cadenas et focalisez-vous, s'il vous plaît. À son heure de rendez-vous, prenez-le, donnez-lui tout l'amour qu'il mérite, répondez aux appels, dormez avec si vous voulez, faites ce que vous voulez avec, mais qui vous laisse d'abord travailler, puisque vous avez besoin de vos résultats en fait. Alors le téléphone, c'est juste le parfait grignoteur de temps. Il y en a beaucoup de grignoteurs de temps, mais moi, je parle beaucoup de téléphone parce que c'est l'outil qui est toujours à portée de main et qui nuit vraiment à la productivité. Dans les entreprises canadiennes, on va voir, dans les entreprises canadiennes, si ce n'est pas vraiment des emplois d'administration, vous allez voir que quand on entre dans l'entreprise, il y a un casier dans une autre salle vestiaire où on met le téléphone, on ferme avant d'aller à la salle de travail. On revoit son téléphone à l'heure de la pause. Ce n'est pas pour rien que les employeurs font ça. Parce que sinon, on va brûler une entreprise parce qu'on regardait son message Facebook, WhatsApp. Vous voyez? Donc, c'est important pour nous, mes frères et sœurs, de tenir en compte cela. Donc, autre chose que je disais, que je peux dire, c'est l'absence de la résilience émotionnelle. Quand je parle de résilience, quand je parle de résilience émotionnelle, en fait, c'est de développer la résilience affective qui est essentielle pour maintenir la discipline, pour maintenir notre discipline personnelle. Donc, pour le faire, il faut apprendre des techniques de gestion de stress, des techniques de gestion d'émotions. Vous savez très bien que quand on est hyper stressé, on est immobilisé, on n'avance pas. Le stress, il y a des bons stress qui impulsent l'action, mais il y a du stress qui inhibe notre capacité à nous mobiliser. Le mauvais stress nous inhibe notre capacité à nous mobiliser et passer à l'action. Mais le seul véritable stress qui apporte l'adrénaline et qui impulse l'action, c'est souvent
le stress lorsqu'on est en face d'un danger réel. C'est-à-dire, je vois par exemple qu'une voiture est en train de se diriger par moi, l'adrénaline monte et me pousse à l'action. Ma vraie peur, parce qu'il y a un danger réel, me pousse à l'action. Mais pour revenir à la peur, parce que j'en ai nommé, les peurs hypothétiques qui fait qu'on n'agit pas, c'est parce que ce n'est pas une peur réelle. C'est parce que c'est un rideau de fumée. Si vous voyez la buée, toutes les peurs hypothétiques, vous imaginez seulement j'ai peur, je ne peux pas passer à l'action, c'est hypothétique, alors ça immobilise la personne. Mais la véritable peur qui est basée sur des choses réelles, si vous vous levez, si vous êtes sur votre toit et votre enfant est sur le gazon en bas, c'est un danger qui va écraser votre enfant, maman, vous allez sauter. Ça, c'est vrai. Vous ne chercherez pas l'échelle. Vous allez bondir parce que l'adrénaline va vous pousser à l'action. Vous allez poser l'action qu'en temps normal, vous ne pouvez pas faire. Pourquoi? Parce que c'est une véritable peur. Ce n'est pas une peur hypothétique, les peurs imaginaires qu'on a juste dans notre tête, qui n'est basée sur rien et qui nous empêche d'agir. Donc, il faut travailler à cette résilience émotionnelle pour gérer le stress, pour gérer l'anxiété, pour gérer les peurs, pour développer aussi notre compréhension de l'échec. Parce que l'échec fait partie du chemin. Chaque fois que j'ai échoué, j'ai une seule chose à faire avec l'échec, apprendre une leçon. L'échec ne vient pas pour me faire rester par terre. Ça vient m'enseigner une leçon. D'où le concept résilience. Je dois me relever, en fait. Et l'absence de bienveillance, de la compassion de soi. On n'est pas capable de se faire du bien, de se vouloir du bien. Ça, c'est les parfaites personnes qui font de l'auto-sabotage. Ce sont des personnes qui posent un frein à leur discipline personnelle. Tu t'auto-sabotes. Ce que tu pouvais faire, tu t'auto-sabotes toi-même. C'est comme si tu prenais du plaisir à souffrir, à ta souffrance. Tu prenais du plaisir à tes échecs. Tu t'auto-sabotes pour ne pas avancer, en fait. Par la suite, on arrive donc à l'espace solution. Je vais vous donner quelques pistes de solutions. J'en ai déjà mentionné. Il est important que vous compreniez votre attention. Quel type d'attention est-ce que vous avez en tant que personne? Est-ce que vous êtes dans l'hyperfocalisation, c'est-à-dire la concentration intense, ou vous êtes plutôt dans la dispersion? C'est-à-dire, la dispersion, ça fait référence à qui? À une personne qui a une pensée créative, c'est-à-dire qui a une créativité féconde, une pensée tellement créative, mais jamais concentrée à rien. Moi, j'ai rencontré des personnes comme ça qui sont capables de dire que j'ai déjà créé 3 entreprises, mais rien ne fonctionne. Aucune porte n'est ouverte. C'est juste les noms des entreprises qu'elles ont créées. Ils ont créé les noms, après un autre nom, après un autre nom. Tout ça existe légalement, les entreprises créées. Mais rien ne fonctionne. C'est ces personnes-là qui sont dans la dispersion. Ils ne sont pas capables de s'arrêter, mettre en marche un projet, que ça commence à rouler comme il faut, puis elles confient, elles délèguent s'il le faut et elles créent une autre chose. Il y a des personnes que leur problème de discipline, c'est juste ça, l'incapacité à se focaliser sur une chose jusqu'à ce qu'elle soit bien. Et ces personnes qui ont ces pensées de dispersion, c'est des parfaites personnes qui ont de la couleur jaune en matière de leadership. Elles veulent qu'on entende parler d'elles qu'elles ont ci et ça et ça et ça. C'est ça qui compte. Mais si on creuse dans le fond, on ne va rien voir. Elles sont superficielles. Et une personne qui fait des résultats doit être tout sauf être superficielle. Une personne qui fait des résultats n'a même pas besoin qu'on sache qu'elle a les entreprises. Les résultats parlent seuls. Ils n'ont pas besoin de montrer, de créer ci, après créer ça, pour qu'on fasse un tapage dessus, on a créé ci, on a créé ça. Non, une personne qui fait des résultats, qui est véritablement disciplinée, qui assure son autodiscipline, elle sait faire une chose, quand ça prend la route, elle fait une autre chose. Est-ce qu'on peut faire ça, les amis?
de juste nous focaliser sur la chose. Mais pour se focaliser aussi, il faut faire un véritable travail au niveau des talents. Il faut être capable de faire un véritable travail au niveau des talents parce que nous avons tous plein de talents, mais nos talents ne se valent pas. Nos talents ne se valent pas. Ce n'est pas parce que j'ai 5 talents que je dois monétiser les 5 ici et maintenant. Nos talents ne se valent pas. Moi, j'ai un système pour tamiser les talents, en fait. Ça dit, je prends tous les talents d'une personne, puis on va aller tamiser pour trouver exactement ce qu'il faut monétiser en premier. Parce que celui-là est de nature à porter les autres. Ça obéit à 5 petites questions. Lorsque les 5 petites cases sont cochées, on commence par celui-là. L'une des cases à cocher, c'est de savoir si ce talent-là répond véritablement à un problème. Et est-ce que ça répond au problème du plus grand nombre? Est-ce que ceux qui ont besoin de cette solution-là sont géographiquement limités? Est-ce que c'est à portée de multinationales? Est-ce que ces personnes-là qui ont besoin de cette solution sont dans l'urgence de l'obtenir? Parce que s'ils ne sont pas dans l'urgence, et c'est ça que je choisis de monétiser, désolé, bien que ce soit un talent, est-ce qu'ils sont dans l'urgence d'acheter ça? Ça, ce n'est qu'un certain nombre de questions de départ que vous pouvez vous poser pour dire, je commence par telle chose et je me focalise dessus. Est-ce que j'ai des arguments marketing pour faire la différenciation sur le marché avec les autres personnes qui ont le même talent que moi? Est-ce que je peux assurer la différenciation de telle manière que tout le monde fait ça, mais moi, on vient chercher pour moi? Tout le monde écrit les livres. Mais moi, qu'est-ce que je fais de différent pour qu'on vienne précisément écrire les livres dans ma maison d'édition? Qu'est-ce que je fais de différent? Est-ce que j'ai mes éléments de différenciation? Toutes ces questions-là, lorsqu'on a coché des cases, je ne les ai pas toutes dites là, mais ce n'était pas le lieu, ce n'est pas pour ça qu'on est là. Lorsqu'on a coché toutes ces cases, on peut commencer à savoir ça, de tous mes talents, voilà celui sur lequel je me focalise en premier. Et j'assure l'hyper-focalisation. J'oublie ce que les gens vont dire. J'oublie que les autres ont déjà fait les millions. Je respecte le processus. S'il vous plaît, les amis, soyons des passionnés du processus. Ne soyons pas des passionnés du résultat, mais les passionnés du processus. Et c'est le fait d'être de l'autre bord, être passionné du résultat, qui nous empêche d'être juste disciplinés. Parce que le processus veut que je marque un pas après l'autre, que je respecte ce que j'appelle la loi des petits pas. C'est ça le processus veut. Mais si je suis passionnée du grand résultat que j'ai vu chez les autres, je ne vais pas tolérer mes petits pas. Je ne vais pas comprendre que pour faire 1000 kilomètres, j'ai besoin de marcher et de marquer un certain nombre de pas et commencer à me concentrer seulement sur le prochain petit pas que j'ai à marquer. Je vais tout à coup regarder juste que c'est impossible pour moi d'arriver vite à 1000 kilomètres et m'immobiliser. Est-ce que ça fait du sens pour vous? L'autre chose comme solution, c'est de privilégier vos tâches. Apprenez à prioriser les tâches en fonction de l'importance et de l'urgence pour profiter au maximum de nos séances d'hyperfocalisation. Parce que si je me focalise à contrario sur la mauvaise tâche, je n'aurai pas de résultat. Je ne peux pas être une personne qui veut vendre les mèches en ligne et je me focalise chaque matin sur le nettoyage de ma maison de 8 h jusqu'à 17 h.
Je me suis focalisée au mauvais endroit. Alors, je me suis focalisée au mauvais endroit. Donc, il est important d'apprendre à prioriser les tâches en fonction de l'importance. Et on juge l'importance d'une tâche par rapport à quoi? Par rapport à l'impact que cette tâche-là doit apporter à notre but visé. Mon but ne peut pas être d'appeler 5 clients aujourd'hui et à l'heure d'appeler 5 clients, je suis en train de ranger mes vêtements dans ma penderie. C'est bien de ranger mes vêtements dans ma penderie. C'est une bonne chose. Mais est-ce que ranger mes vêtements dans ma penderie apporte du résultat dans le fait que je dois appeler 5 clients? D'où la priorisation. Il faut travailler son aptitude à prioriser les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Pour rendre effectif, pour rendre utile mon hyperfocalisation. Alors, l'autre chose, c'est de fixer des objectifs clairs. Définissez des objectifs clairs et spécifiques pour donner à votre hyperfocalisation un sens. Oui, parce que si je suis focalisée sur le mauvais objectif, qui n'est pas un pas vers mon plus grand but, mon plus grand rêve, bah, j'aurais mis de l'énergie ailleurs et je n'aurais pas de résultat. Et en bout de ligne, je serais frustrée. Parce que je serai le prototype de personne qui dit, je suis tellement occupée, je suis toujours occupée, je manque de temps, mais je ne fais pas des résultats. Mais à quoi étais-tu occupée? À quoi étais-tu occupée? Avec quoi as-tu rempli ton temps dans la journée? Tu étais certes occupée, tu n'étais même pas assise, tu as fait tellement de choses, mais c'était quoi? Quel était le lien entre cette chose-là que tu as fait toute la journée et ton véritable objectif? Et ton but? C'est des questions auxquelles nous devons répondre pour que notre hyper-focalisation ne soit pas contre-productive pour nous. Autre chose, minimiser les distractions. On en a parlé tantôt, prenant l'exemple du téléphone. Identifier les distractions communes et créer un environnement sans distraction pour améliorer votre hyper-focalisation. Blocage du temps. Utilisez les techniques de blocage du temps pour attribuer des périodes spécifiques à un travail ciblé, ce qui permet une utilisation plus efficace de votre temps. Dans les ateliers pratiques, je montre souvent aux gens comment rédiger leurs objectifs sous forme de blocage du temps pour être sûr de faire la chose exactement à un certain moment donné. Une personne qui me dit, cette semaine, je vais écrire mon livre. Je dis à la personne, tu n'as pas encore d'objectif. Tu n'as pas encore d'objectif. Tu rêves d'écrire un livre. Mais quand tu commences à me dire, mercredi prochain, je vais écrire le premier chapitre de mon livre entre 10h et 11h. Ah, tu as un objectif. On peut être en business. On peut être en business à ce moment-là. Parce que tu as un objectif et non un vœu. Donc, bloquer le temps. Il ne faut pas dire comme des rêveries, je veux faire telle chose, telle chose, telle chose. Si on te pose la question, ça s'inscrit à quelle place de ton agenda, tu ne sais pas. Autre chose, pratiquer la pleine conscience, comme j'ai dit tantôt. Et pratiquer la pleine conscience, c'est d'être suffisamment conscient de ses pensées et de les aligner avec ce que nous voulons faire. Il faut que nous ayons cet alignement-là entre ce que nous pensons, entre notre système de pensée et notre système d'action. Si nos actions sont en déphasage avec ce que nous pensons, c'est peine perdue. On ne fera pas de résultat. On attirera ce que nous pensons. Tout simplement. Donc, autre chose que je vais vous partager, le détox numérique que j'appelle.
Déconnectez-vous régulièrement des appareils numériques et des réseaux sociaux pour prendre le contrôle de votre attention. J'en ai parlé quand je parlais du téléphone. Déconnectons-nous, mes amis. Nous ne sommes pas maudits à avoir le téléphone en main à tort et à travers. Disons au téléphone, j'ai rendez-vous avec toi à midi, je prends mes messages à midi. Ce n'est pas pour rien que nous avons des boîtes vocaux sur nos téléphones. Paramétrons nos messages vocaux. Disons aux gens, moi je suis Lina, je suis professionnelle en ci, ça. Je suis au bureau de telle heure à telle heure et je prends mes messages à telle heure. Laissez-moi un bon message détaillé avec votre numéro de téléphone et je vous répondrai dès que possible. Faites ça. La personne va vous appeler, elle va avoir votre message vocal. Et à l'heure où vous répondez à vos messages, vous allez lui répondre. Il n'y aura pas mort d'homme. De toutes les façons, si la personne est en crise suicidaire, elle va appeler un thérapeute. S'il est en crise de maladie, il va se rendre à l'urgence à l'hôpital. S'il y a le feu chez eux, c'est le sapeur-pompier qui va éteindre. Ce n'est pas toi. Et même lorsque nous répondons à nos appels et que les gens sollicitent notre aide, prenons le temps de l'aider. N'aidons pas la personne, ne laissons pas la personne diriger l'aide que nous lui donnons. Parce que moi, je vois des gens qui disent, une personne m'a dit de l'aider samedi à faire telle chose. Pourtant, j'avais telle chose, mais je suis obligée de l'aider. Non. Dis-lui, le temps que j'ai disponible pour toi, c'est le dimanche. C'est lui qui a besoin d'aide. Et le dimanche, dispose-toi à l'aider. Comment tu le laisses contrôler ton temps? Et puis tu abandonnes tout ce qui est important pour toi. C'est vrai, c'est bon d'aider la personne, mais que la personne ne t'amène pas à donner l'aide à son temps. Dis-lui, je serai disponible pour toi à tel moment. Puis à ce moment-là, tu te rends disponible. Sinon, tu seras une personne qu'on va tirer par le bout du nez. Tantôt, on va te tirer par là, tantôt, on va te tirer par là. Et tu n'auras pas le contrôle. Tu vas embarquer dans pas mal d'affaires. Juste te détruire et être frustré toi seul en bout de ligne, en fait. Alors, gestion de l'énergie. Sachons reconnaître nos moments les plus productifs, nos moments où on a plus d'énergie. C'est différent vraiment d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui sont plus productives le matin au réveil. Mais mets tes actions les plus importantes à ce moment-là. Si tu es plus productive en après-midi, tu te connais mieux que tout le monde. Mets tes actions les plus importantes à ce moment-là. Nous connaissons nos creux d'énergie et les moments où nous avons le plus d'énergie, en fait. Puisque nous nous connaissons. Donc, c'est important de savoir ça, de reconnaître nos schémas énergétiques et planifier nos tâches les plus importantes pendant les temps de pointe de notre énergie. Il y a des personnes qui sont plus efficaces de nuit, ceux qui écrivent comme moi. Quand tout est calme, le temps d'écrire. Il y a des personnes comme ça. Alors, il va programmer juste d'écrire son livre la nuit, quand tout le monde dort. C'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Et chaque personne peut identifier les moments où elle a le plus d'énergie et centrer et utiliser ce moment-là pour être plus efficace. Revoyez et réfléchissez, c'est-à-dire évaluez régulièrement vos habitudes de productivité et ajustez vos stratégies pour optimiser votre hyper-focus. D'accord? Donc, ce que je souhaite finalement que vous compreniez, c'est que s'il y a un mot magique qui se détache de tous les autres, c'est l'autodiscipline. C'est l'autodiscipline. Il est le pont entre la pensée et l'accomplissement. Le pont entre l'inspiration et la réalisation. Le pont entre la nécessité et la productivité. N'oublions pas que toutes les bonnes choses sont en amont.
c'est-à-dire au-delà de nos conforts, au-delà de la simple pensée, au-delà de l'existence de notre entreprise. L'autodiscipline est le pont pour s'y rendre. Les difficultés que nous traversons ne devraient pas nous détourner de nos objectifs. Ciblons véritablement notre problème particulier, notre blocage particulier qui sied juste à nous et résolvons cela. Autre chose, c'est de faire attention au succès micro-ondes. L'autodiscipline vient justement nous dire que le succès est du côté des défis. Et les partisans du succès micro-ondes veulent tout de suite. Au point où si elles n'ont pas tout de suite, bah, elles abandonnent. Mais qui a dit que c'était censé être facile, les amis? J'aimerais tout simplement nous faire remarquer que toutes les choses qui sont rendues faciles pour nous le sont devenues parce que nous nous sommes tellement entraînés à le faire. Souvenons-nous de la première journée que nous avons embarqué dans une voiture d'auto-école. Est-ce que c'était facile de bouger la voiture, de juste avancer avec beaucoup d'assurance? Est-ce que c'était facile? Je pense que non. Mais pourquoi aujourd'hui, toi, tu conduis ta voiture sans y penser? Qu'est-ce qui est différent entre aujourd'hui et la première journée? C'est tout simplement que, à force de pratique, à force d'entraînement, tu as gagné l'assurance. Et ce que tu tremblais à faire il y a quelque temps, tu commences à juste le faire comme si c'était une seconde nature. Notre autodiscipline en toute chose, lorsque nous avons ciblé le véritable problème et le résoudre, ça va nous décrocher des succès micro-ondes. Pour que nous commençons à aimer le processus, à savourer le processus et à relever les défis. Imagine que tu es motivé à perdre un peu de poids. Puis tu vas à la salle de gym aujourd'hui et tu veux sortir comme étant peut-être ressemblant peut-être à Serena Williams tout de suite et maintenant. Est-ce que c'est faisable? Non. Pour que Serena Williams soit ce qu'elle est, quel est le corps qu'elle est, ça a pris des entraînements et des entraînements. Ça a pris une certaine discipline au niveau de son alimentation. Ça a pris un certain mindset. Ça a pris une certaine hygiène de vie dans le long terme. Mais lorsque nous croyons que c'est ici et maintenant le succès, on a oublié que le chemin, c'est l'autodiscipline. C'est le seul pont. Et c'est quoi cette autodiscipline? Ça consiste à faire ce qui doit être fait. Parce que cela doit être fait. Pas parce que ça me tente. Pas parce que j'en ai envie. Pas parce que je suis motivée. Mais parce que ça doit être fait. Je sais où je veux me rendre. Et je sais que c'est le chemin. Fait que mon but, c'est de parcourir le chemin. Est-ce que ça me plaît? Ce n'est pas important. Est-ce que c'est moi qui ai décidé d'aller là où je veux me rendre? C'est la seule chose importante. Si c'est moi qui ai décidé, si c'est ma vision et que je veux m'y rendre, je dois avoir le courage et l'autodiscipline pour gravir les étapes, pour cheminer dans ce parcours. Si nous regardons autour de nous les gens qui ont fait des grandes choses dans le monde, nous regardons Nelson Mandela qui a mis fin à l'apartheid. Vous pensez qu'il est allé en prison parce qu'il avait trop envie d'être en prison? C'est juste parce que la fin de l'apartheid était son seul leitmotiv. C'était la seule chose qui faisait du sens pour lui. Peu importe le chemin qu'il fallait prendre, il le faisait quand même parce qu'il fallait le faire. Pensez-vous que les autoroutes, les grands chantiers, des gratte-ciel qu'on voit construits partout là, les gens le font parce que c'est facile? Mais non.
Ils le font tout simplement parce qu'il faut le faire pour avoir un certain niveau de développement. Mon frère, ma soeur, pour terminer, je te dirais ceci. Les difficultés ou les échecs ne sont que des saisons. Échouer, c'est refuser de commencer. Échouer, c'est refuser de continuer. Échouer dans la vie, ce n'est pas penser aujourd'hui. C'est ne pas agir aujourd'hui. C'est ne pas vouloir s'efforcer aujourd'hui. C'est refuser de s'élever aujourd'hui. C'est refuser d'apprendre aujourd'hui. C'est refuser de continuer à essayer jour après jour. C'est refuser de faire les choses parce qu'il faut faire. C'est vouloir que tout soit parfait avant qu'on bouge. Vas-y avec ce que tu as. Ce que tu as est assez pour commencer. J'espère que vous avez compris cet enseignement-là et que vous avez cerné que l'autodiscipline est indispensable. Et que sans discipline, il n'y a pas de véritable succès. Il n'y a pas de véritable entrepreneur. Il n'y a pas d'entreprise. Beaucoup de gens pensent qu'avoir une entreprise, c'est avoir l'argent pour la bâtir. Mais quand tu auras fini d'avoir l'argent, d'avoir les employés, d'avoir la marchandise, d'avoir toutes les ressources dont tu as besoin, il te manquera une chose, la discipline personnelle. L'indiscipline est la dernière emprise que nous devons vaincre lorsque nous avons tout à notre disposition. Je vous remercie pour votre écoute. J'en ai terminé. Je crois que c'est l'essentiel que je pouvais vous donner aujourd'hui. Si les gens veulent en savoir plus, achetez ce livre-là. C'est un livre d'environ 310 pages. Vous comprenez que ce n'est pas en 1 heure de temps que je vous ai tout dit ce qu'il y a dedans. Il y a beaucoup encore. Je ne sais pas si vous êtes satisfait, si vous avez compris, mais sachez que nous offrons des ateliers pratiques. Dans le groupe autodiscipline.com, et je vais vous dire, ce livre-là, je ne l'ai pas écrit seul. Je l'ai écrit avec les personnes qui sont dans le groupe, le même groupe que vous, mais les pionniers de ce groupe, ceux qui ont cru aux formules d'entraînement à l'autodiscipline en premier. Les personnes qui ont fait les 6 premiers mois dans ce groupe-là sont passées par une sélection et il y a eu des personnes qui étaient qualifiées, qui étaient capables, en tout cas pour ce qu'elles ont expérimenté, à contribuer à ce livre. Elles ont contribué à l'écriture de ce livre-là pour dire exactement comment elles ont vécu, comment elles ont appliqué tous les indicateurs, qu'est-ce que ça a changé dans leur vie en 6 mois d'entraînement. Et puisque dans le groupe a grossi. Et en 6 mois, on a quand même donné beaucoup dans ce groupe-là. Le groupe a grossi. Maintenant, on a choisi d'aller avec les volontaires, ceux qui veulent vraiment être entraînés. C'est qu'on offre 4 ateliers par mois pour ceux qui veulent. 4 ateliers chaque mois où on entraîne véritablement les gens, pas cette fois-là, pas sur des leçons théoriques bonnes pour tous, mais des entraînements appliqués à la réalité de ces personnes-là qui ont embarqué. Puis on les entraîne à trouver la clarté, à développer toutes les dimensions de la discipline qu'on a vues tantôt. Ou alors à développer spécifiquement ce qui les manque au niveau des dimensions de la discipline. Puis lorsque les personnes sortent de ces 4 ateliers, ils sortent avec un véritable plan de match. Un plan d'implémentation de leur but, de leur objectif, de leur rêve, de leur société, leur entreprise. Puis, si elles désirent continuer avec nous, elles embarquent dans un programme de 6 mois qui s'appelle Maximise. Un programme où vous aurez le coach derrière vous, qui sait exactement ce qu'on a planifié dans la semaine et qui fait le bilan avec vous 1 fois par semaine
pour voir où on est rendu et vous amener à fixer les objectifs continus dans le temps pendant 6 mois pour véritablement nous tous arriver à réaliser quelque chose. Parce que parfois, on est juste comme, OK, c'est fait pour les autres. Non, c'est fait pour nous. C'est fait pour nous tous. Je vous le dis, c'est fait pour nous tous. C'est pas fait pour les autres, les succès. C'est fait pour nous tous. Nous sommes tous capables. Nous sommes tous capables. Et l'aide est disponible, en fait. L'aide est disponible pour ceux qui veulent. Sachez que nous sommes disponibles et on est là pour vous aider. Maintenant, on va prendre juste commentaires, questions. Si vous avez un commentaire, ouvrez votre micro et prenez la parole. J'en Merci. aurai encore pour 10 minutes parce que j'ai une rencontre. Donc, Ok, Maman Jody, you can open your... le micro en anglais, c'est quoi? Pardon, ton micro. Bonjour, docteur Dorian. Bonjour, Maman Lina. bonjour. J'ai coulé des larmes ici derrière tout à l'heure parce que vous avez touché certains points qui sont venus me chercher au fond de moi. Hmm, Je pense que Dieu n'a pas permis que je vienne dans cette rencontre pour rien. ok. Je m'excuse pour cette émotion, mais il n'y a pas de hasard, non. Hmm, Et je sais où est-ce que je dois travailler, sur quel point je dois travailler en ce bravo. qui concerne. Oui, oui. Je, je ne savais pas que j'allais pouvoir me connecter quand je voyais l'annonce pour la rencontre parce que je devais amener mon fils aller acheter ses chaussures et autres, tout ça. Mais comme vous voyez, j'avais pas prévu me connecter. Ça fait partie de moi. Mhm, Mais je me suis connectée en mettant l'autre plan de côté. Mais je pense que ce que j'ai fait aujourd'hui, en faisant de cette rencontre une priorité, n'est pas l'effet du hasard. Et mhm. Super, je merci. vous remercie vraiment pour le travail que vous faites. Et je pense que j'ai besoin de cet accompagnement pour remettre les pendules à l'heure, Hmm, pour me remettre sur les rails parce que je suis, je, ce que vous avez dit tout à l'heure, quand ce n'est pas encore bien fait, parfait comme je veux, pour moi, c'est que c'est pas encore bien fait. C'est un grand défaut. Oui, tout à fait. Je ne savais pas que c'était un défaut, mais aujourd'hui, j'ai su que c'est un défaut. Donc, et mes enfants me le reprochent à la maison d'ailleurs, hein, vous savez ça? Mes Mhm, enfants me le reprochent, mon mari en parle souvent parce que je suis quelqu'un, si je te donne une tâche, tu dois faire, tu peux tout faire. La petite tâche que tu n'as pas eu à faire là, c'est sur ça que je m'accroche. Pour mhm. dire, c'est comme si c'est pas fait. Ok, Et je vois que je dois vraiment travailler cela. Et aussi, il y a un autre point que j'ai noté, c'est la dispersion. ouais. Oui, la dispersion. C'est comme si tu commences, mais tu n'as pas fini l'autre que tu as commencé. En même temps, tu te lances dans un autre au lieu de se focaliser. Tu penses faire beaucoup de choses, mais en réalité, tu ne fais rien. Tu tournes Mhm, en rond. tout à Oui, fait. oui. Donc, Bravo. je m'excuse d'avoir fait ça, mais il fallait que je le sorte pour dire merci. C'est comme un témoignage pour moi, là, parce que hier et avant-hier, j'ai aussi suivi docteur Dorian sur, quand elle a dit comment planifier son livre, bien, comment bien, j'ai pas envie de dire un mauvais mot, mais c'est comme ça concerne le plan, en Le fait, plan et la d'écriture, rédaction. oui. Mhm, Exactement. J'ai écouté ça 2 fois, je vous jure. Parce que mhm, quand je conduis ou bien quand je suis à la cuisine, je choisis souvent les choses qui vont aller me chercher au fond de moi. mhm, Et cette vidéo de Maman Dorian aussi, ajoutée à celui d'aujourd'hui, je pense que ma semaine a été les étapes, voilà. Je, je vous remercie vraiment du fond du cœur et merci pour tout ce que vous faites pour nous. mhm, Et ce message d'aujourd'hui, en tout cas en ce qui me concerne,
ce ne sera pas de l'eau jetée sur le dos du canard. Ah, super. J'ai acheté le livre, Mhm, j'ai commencé la première page et je pense que je dois aussi l'écrire maintenant pour dire je dois consacrer 1 heure par jour à lire mon livre mhm, de peut-être 20 heures à 21 heures avant de me coucher. mhm. Là, pour que je puisse le respecter comme vous l'avez dit, et ne pas juste prendre Ouais, comme au hasard pour le faire. Encore bravo. merci pour tout. Mm. Et sincèrement, depuis que je vous suis et Dr. Dorian, j'ai commencé par apporter pas mal de changements. Surtout la partie où vous avez dit, tu dois faire une tâche, mais tu prends toute la journée pour ranger la maison. Je dis, ça, c'est encore moi. Je vais faire quelque chose et je dis, non, mais c'est vrai. Je vais faire quelque chose, mais je me dis, oh, je peux pas m'asseoir sur l'ordinateur, me concentrer parce que ce n'est pas encore balayé autour de moi, c'est pas encore propre autour de moi. Et au lieu de m'asseoir pour faire ce que je dois faire à l'ordi, je me mets à ranger. Mhm. Du coup, je me retrouve à ne pas faire ma tâche, à ne pas faire ce que je dois faire sur l'ordi, à ne pas faire ce que je dois écrire. Et les jours, ça passe. Et l'autre chose, voilà. Je ne vais pas monopoliser la parole. C'est comme si j'étais en train de je sais qu'il doit y avoir d'autres personnes. C'est faire, ne pas être les pompiers dans la vie des autres. Je suis quelqu'un, je n'ai jamais su dire non. Quand quelqu'un a besoin de moi, je me dis, ah, mais il m'a appelé parce qu'il a besoin de moi, donc je dois me rendre disponible. Ça là, je pensais être une qualité, mais je vois que je m'abandonne, je me mets de côté pour les autres. Il faut que j'arrête ça. Je En tout dois cas, l'arrêter. ça, c'est la dépendance, c'est des signes de dépendance affective. Elle a juste Wow. Wow. En tout C'est cas, des je signes vais de laisser les... dépendance affective et j'aimerais vous dire que si les gens vous cherchent pour votre compétence, c'est parce que vous avez été discipliné à bâtir cette compétence-là qu'ils Oui, ont besoin de vous. Il faut qu'ils supportent oui. que vous soyez discipliné et que vous venez au temps Ça, c'est convenable, vrai. Ça, c'est vrai. que vous les Ça, aidez au c'est temps vrai. convenable. Donc, je suis Wow. contente. Ça a servi, même si ce n'est que toi, ça a servi de dire à la sortie Oui, de ce Zoom que j'ai oui, identifié là où j'ai mon problème et je oui, vais travailler oui, dessus. C'était l'objectif. Je l'avais oui, nommé au oui. début. Mon but était que chaque participant parte d'ici Mhm. ayant mis le doigt sur ce Oui. qui la concerne. Ça me concerne. Je vais travailler ça pour régler mon problème de discipline. Ok. Oui, Donc, oui. si tu le En tout cas, confirmes, moi, je l'ai fait. Je vais encore revoir. Certainement qu'il y a d'autres points que je n'ai pas pu l'appliquer à moi pour me retrouver dedans. Je vais faire le self-exam avec tous les différents points pour commencer par travailler sur chaque point un par un. Merci beaucoup. super. En tout cas, le replay sera disponible. Vous pourrez réécouter le replay pour fixer ces choses-là dans votre tête. Je vais remettre le replay dans le groupe. Et voilà, je pense qu'il n'y a plus de main. Merci de me laisser partir parce que S'il j'ai vous une plaît, personne coach, qui quel m'attend. groupe? Autodiscipline. Pardon? Oui, Il sera. dans le groupe autodiscipline.com et peut-être je peux mettre le replay un peu partout où je suis dans mes groupes. Donc, vous pouvez prendre le replay et réécouter. Vous savez, Et je voudrais aussi dire que c'est les une modalités activité pour l'atelier gracieuse. pratique. Personne n'a payé, donc fait que ça ne dérange pas de partager à tout le monde. On peut partager à n'importe qui. Allô, coach? Oui. Bon, c'est vrai que ma voix ne porte pas. Est-ce que c'est possible de rappeler les modalités par rapport à l'atelier pratique? Ah oui, la télé pratique coûte 99 € pour 4 séances. 4 séances intenses, on travaille spécifiquement sur votre sujet, vos questions à vous. C'est 4 séances en un mois. Et après, le programme Maximis, si vous voulez embarquer dans le programme Maximis, c'est-à-dire qu'on se concentre sur vos projets et qu'on chemine avec vous jusqu'à ce que vous fassiez des résultats en 6 mois, bah, c'est un programme qui coûte 999 €. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés à faire ce genre d'accompagnement-là, c'est disponible. Vous écoutez votre cœur, puis si vous avez besoin, ça nous fera plaisir. Coach, je peux parler. Oui, 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 Sophie. Oui, je viens ici pour, je ne sais pas si je dois parler de ce quoi j'ai appris pendant les 4 séances ou je... Qu'est-ce que tu voudrais dire? Dis ce que tu veux, Sophie. Est-ce que je dois orienter ta pensée? Dis ce que tu veux, Ok, Sophie. je voulais juste dire aux personnes ici qui sont intéressées pour le programme de 4 mois de vivement vraiment s'atteler à être, à prendre son programme qui coûte 99 $. Je le parle ici parce que ma dernière 99 séance euros. était aujourd'hui.
Et j'étais une personne qui, ma difficulté dans la discipline était le timing. Bon, j'ai travaillé et je vois des résultats. Bon, j'encourage quelqu'un ici à venir prendre ce cours et tu sortiras avec une clarté. Un peu comme tu te mets sous un angle, tu as ta jumelle et tu guettes ton mari si réellement il parle à une fille et tu vois vraiment la direction. Tu auras la direction de ta vie. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je vous souhaite bonne chance pour celles qui vont prendre le programme. Oh my God, quelle métaphore. Merci. OK, super. Et voilà, les amis, je vous remercie vraiment pour votre écoute. Vous avez pris de votre temps pour venir nous écouter ici. Je bénis l'Éternel pour ça. Permettez-moi de faire une prière. On va se séparer. Père éternel, je te rends grâce dans le nom de Jésus. Je te bénis, éternel des armées, toi qui permets toutes choses. Père, beaucoup de tes enfants sont connectés ici. Certainement, tu as voulu, tu as appelé chacun au fond de son cœur pour qu'elle appuie sur se connecter et venir entendre ceci. Que ces informations qu'elles ont eues ne soient pas des informations simples, mais que ce soit des éléments de transformation dans leur vie. Qu'une femme ici parte et voie la différence dans son fonctionnement. Qu'elle voie la différence, Seigneur, et qu'elle profite de ces enseignements-là, que ça apporte dans leur vie. Et que, Seigneur, nous puissions nous lever, nous tous ensemble, comme une armée de femmes, pour aider les unes et les autres à passer à un autre niveau. Je te rends grâce, éternel des armées. Merci pour cette opportunité que nous avons d'échanger, de nous connecter ensemble. Que chaque personne soit bénie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman. Amen. Allez, bye bye les amis, bye bye. Au plaisir de vous revoir au mois de novembre dans notre atelier. Donc, Coach, un atelier comme ça par mois d'enseignement. coach, Oui, s'il te oui. plaît, ne coupe pas encore. Laisse-moi lire les messages. Les gens écrits dans le chat, je n'ai pas eu le temps de lire. Pardon, juste une OK. minute. OK. Pour moi, là où il y a Coach Nina et Doc Dorian, le succès est garanti. OK. Comment faire pour participer au programme? Là, c'est Chanel, je crois, c'est 99 euros. La coach a répondu, tu payes tes 99 euros, tout simplement. Tu peux Je peux relever avoir le le... nom de la personne, tu lui répondras même en privé, s'il te plaît. Oui, c'est Chanel. Moi, je dois me discipliner avec mon téléphone. Merci. Merci. Un message répondeur, ça c'est Coach Carole. Je rejoins jeudi, c'est tout moi ça. OK, c'est bon, je suis à jour dans les messages, c'est bon. Merci, Super. Coach Lina. Ah, tu étais là, ma chérie. J'étais là, je me suis cachée. Ah, ça fait longtemps. Quand j'entends ta voix, Ouais. ça fait comme ça dans mon cœur. On dirait le bébé de quelqu'un qui est retrouvé. Ah, ça va bien? Ouais, super, merci. OK, allez, bye bye. Bye bye, les amis. Bye. Bye. Bye bye. Merci à Bye. vous tous. Merci pour vos beaux mots. Merci. Merci à tout le monde. Au revoir. Bye. Oui.